Christophe Battier m'a demandé de proposer, et Caroline, justement, conseillère pédagogique ERAN, m'a demandé de pouvoir travailler avec vous sur s'engager linguistiquement grâce, par ou avec l'escape game. Je suis... Alors, l'escape game ou le jeu sérieux, voilà. Donc pour commencer, dans le titre, j'ai mis le mot s'engager. Voilà. Pour moi, c'est un mot qui est important. Donc je commence à vous parler rapidement de moi et de mon engagement, parce que je suis ici, parce que je me suis engagée dans mes fonctions. Je suis professeure des écoles depuis 2000. J'ai beaucoup enseigné en cours triple, en CP, CE1, CE2. J'avais souvent des grosses classes, donc c'était des classes souvent de 26, 27 jusqu'à 31 élèves. Et dans ces classes-là, j'avais des élèves qui étaient en situation de difficulté. Et au début de ma fonction de professeur des écoles, je me suis toujours dit, oh là là, Florence, c'est pas possible, t'es pas une bonne enseignante parce que tu n'arrives pas à tous les aider. Et je me suis mise à penser sur le comment. Plutôt que de me dire pourquoi il n'y arrive pas, j'ai commencé à travailler sur le comment. Alors j'ai fait une magnifique rencontre un jour en allant faire les courses avec mes enfants dans un tout petit centre commercial, dans un centre de proximité. Donc j'avais mes deux enfants avec moi et devant moi il y avait un enfant non francophone qui était là avec sa maman et qui voulait quelque chose. Donc sa maman le grondait parce qu'il fallait quelque chose et donc lui visiblement il ne comprenait pas grand chose à ce qu'il fallait faire. Et j'ai attendu, j'ai regardé parce que dans ma classe je travaillais avec des élèves qui étaient dyslexiques, dyspraxiques, et puis d'autres élèves de CP, CE1, CE2 qui avaient du mal à entrer dans la compréhension de l'oral et de l'écrit. Et je me questionnais toujours sur, mais qu'est-ce qu'ils comprennent, et qu'est-ce qu'il fait qu'ils comprennent, et qu'est-ce qu'il fait qu'ils ne comprennent pas. Et en voyant cet enfant, je me suis dit, wow, ça fait 10 ans que tu te demandes quel chemin les élèves font, quel chemin ils empruntent pour comprendre. Et bien, quel chemin ce petit bonhomme-là, il va prendre. Donc, il ne s'est pas laissé désarçonner. Le responsable de la petite supérette est arrivé. Et donc, l'adulte n'a fait aucun effort et s'est adressé à l'enfant en lui parlant comme à un adulte. Qu'est-ce que je pourrais faire pour vous aider? Qu'est-ce que vous voulez? Et puis, pas de façon très plaisante, forcément. Et en voyant l'enfant qui avait du mal à répondre, je me suis dit, mais c'est impossible. Comment il va faire pour comprendre? Comment il va faire pour être compris? Donc sa maman, en voyant que l'adulte parlait de façon assez dynamique, pareil, est partie de façon un petit peu dynamique dans son langage, avec ce petit bonhomme qui était là au milieu. Et puis le petit bonhomme s'est retourné. Et puis il a compris ce que l'adulte lui avait dit, parce qu'il était capable, en 10 mots, alors je ne me souviens plus exactement de ces 10 mots, il était capable de lui fournir une réponse. Et c'est là que je me suis dit, alors moi, si ça se trouve avec mes élèves, je passe à côté de ce qu'il faut faire. Comment il a fait pour comprendre? Est-ce qu'on est pour comprendre le message oral, est-ce qu'on est obligé de tout comprendre? Non. Donc c'est peut-être ça l'entrée. Et du coup, je me suis mise à travailler avec le numérique, avec mes élèves, sur qu'est-ce qu'on fait pour qu'un message soit compréhensible. Donc avec mes élèves, on s'est mis à faire du méta. Qu'est-ce que je fais quand je comprends? Et qu'est-ce que je mets en place pour m'aider à comprendre? Et quand je n'ai pas compris, qu'est-ce que j'ai compris? Et mon inspecteur, qui est venu m'inspecter peu de temps après ça, a été extrêmement bienveillant. Donc, quand il est arrivé dans ma classe, je tremblais de partout, parce que j'étais persuadée de passer à côté de ce que l'institution me demandait de faire. Parce que je me disais, mais c'est pas possible, je ne suis pas suffisamment compétente, ça va être la catastrophe. Alors que mon inspecteur m'a dit, non, enseigner c'est ça. Enseigner c'est, en tant qu'adulte, se mettre en danger et se dire, voilà, qu'est-ce que je peux apporter aux élèves pour qu'ils avancent. Et il m'a permis de travailler avec le pôle académique de soutien à l'innovation et la CARDI, cellule académique de recherche, développement, innovation et expérimentation. Donc, ils m'ont suivi et ils m'ont aidé finalement dans ma réflexion. Et en 2017, j'ai reçu le prix académique de l'innovation sur ce projet, comment aider les enfants à rentrer dans la compréhension de l'oral et de l'écrit. Alors, pour pouvoir les amener à cette compréhension de l'oral et de l'écrit, j'ai fait le détour vers la langue vivante étrangère. Parce qu'en permettant aux élèves d'apprendre une langue vivante étrangère, eh bien, on va tous les mettre sur le même pied d'égalité. Des élèves qui sont... alors, je vais prendre l'exemple de ma région. Des élèves qui ne sont peut-être pas francophones,
qui arrivent d'autres pays d'Europe ou du monde se sentent parfois moins compétents que les élèves francophones. Mais si si ces deux élèves-là apprennent une langue vivante étrangère, en même temps, ils se retrouvent au même niveau de compétence et à un niveau d'égalité. Donc les élèves sont capables de jouer les uns avec les autres, et puis souvent, on se rend compte que les élèves qui ne sont pas francophones ont quelque chose à prouver. Donc ils excellent, donc ils deviennent moteurs, et c'est la petite étincelle qui fait qu'ils ont envie d'essayer. Voilà. C'est pour ça que je me suis lancée en tant que conseillère pédagogique en langue vivante dans des projets qui permettent de mettre du sens dans l'apprentissage des langues et de donner du sens à l'ensemble finalement des disciplines. Quand on fait de la langue vivante étrangère, on le fait pour communiquer. Et communiquer, ça veut dire parler sur, voilà, travailler peut-être en mathématiques, travailler sur des histoires, travailler sur de la robotique, travailler sur de l'environnement, voilà, et échanger. Voilà. Donc là, actuellement, je suis conseillère pédagogique en langue vivante en Moselle. La Moselle, c'est à la frontière entre la France et l'Allemagne. Et je travaille sur des projets franco-allemands. Voilà. Des projets, je l'ai dit avant, par exemple de robotique, sur la biodiversité, des projets autour de la littérature de jeunesse. Voilà. Et depuis 3 ans, je propose aux élèves et aux enseignants de pouvoir rentrer dans un système de ludification de l'apprentissage. Et donc on a testé avec des enseignants, on a testé avec des élèves, ce qui permettait aux élèves de rentrer dans des apprentissages plus profonds. Parce qu'on est dans le niveau dans le CE-CRL, dans le niveau A1, on a des activités langagières, 5 activités langagières, parler en continu, réagir et dialoguer, comprendre, l'oral et l'écrit, lire et écrire. Et comment est-ce qu'on va faire pour que ces compétences, elles soient acquises de manière profonde ? C'est-à-dire comment est-ce qu'on va permettre aux élèves de réutiliser et d'être vraiment dans la réactivation de ce qu'ils ont appris et pas simplement dans le « je répète » parce que je l'ai appris la semaine dernière ou il y a 15 jours. L'idée, c'est bien de se dire qu'au bout de 2, 3, 4 ans d'apprentissage, les élèves soient capables de réactiver des choses qu'ils ont vues il y a 2 semaines, il y a 3 mois, l'année dernière. Voilà. Et pour le faire, je propose justement de passer par la ludification de l'apprentissage. Voilà. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc l'escape game, c'est un prétexte. Vous allez le voir là ce matin. On va travailler ensemble sur qu'est-ce que l'escape game, mais en même temps, comment est-ce qu'on va faire pour ludifier l'apprentissage. Alors, hop, je vous montre une petite infographie que je trouve super sympa. J'espère qu'elle va s'ouvrir. Oui. Voilà. Zone proximale de développement. Alors, je la montre à mes enseignants en formation et je trouve que là, c'est complètement adapté. Donc, je vais la prendre déjà pour moi en tant que conseillère pédagogique. Donc, dans cette zone-là, on a la zone d'ennui, on a la zone de confort. Voilà, je suis avec ma bouée, je maîtrise, ça va le faire. La zone d'apprentissage, c'est je me mets quand même en danger, un petit peu. La zone d'inconfort, c'est j'ai intérêt d'avoir mon masque, mon tuba et tout ce qu'il faut parce que là, je suis sacrément en danger. Et la zone de panique, c'est je ne maîtrise plus rien. En tant qu'adulte, pour moi, c'est très pratique de rester dans la zone de confort, de faire ce que je sais faire et d'enseigner finalement comme c'est pratique pour moi. Mais peut-être que ce qui est pratique pour moi n'est pas forcément opportun pour les élèves. Pour moi, en tant qu'adulte, c'est peut-être pratique que je vous garde tous assis et que personne ne me réponde. C'est pratique parce que je vais vous dire tout ce que j'ai envie de dire et puis je n'écouterai pas ce que vous allez me dire. Sauf que pour que ce soit formateur, tant avec des élèves qu'avec des adultes, ça ne fonctionne pas. Donc moi, là, je suis obligée de glisser dans une autre zone qui sera peut-être pour moi une zone d'inconfort parce que je ne vais pas maîtriser tout ce que vous allez dire. Et pour les élèves, c'est pareil. Quand on va leur permettre de jouer, on va changer de zone. On n'est plus l'enseignant omnipotent, omniscient. On va être dans une zone d'apprentissage pour eux, dans une zone un petit peu d'inconfort pour nous. Quand les élèves, on le verra après, vont eux-mêmes créer un jeu, pour nous, c'est complètement désarçonnant parce qu'on ne maîtrise plus rien. L'idée, c'est qu'on les laisse faire, justement, parce qu'ils ont besoin qu'on les laisse faire pour qu'ils montrent ce qu'ils savent faire et pour qu'ils puissent co-construire. Si on ne les laisse pas co-construire,
Ils ne pourront pas s'approprier leurs apprentissages. Voilà. Et moi, c'est pareil. Si là, je ne vous laisse pas interagir avec moi, je n'aurais fait que prêcher. Et ce n'est pas pour ça que je suis là, en fait. Là, je suis là pour pouvoir m'enrichir de vous aussi. Voilà. Ce qui nous amène, c'est la transition. Voilà, hop. Donc là, je me suis engagée en vous parlant de moi. Maintenant, je vais vous demander à vous de vous engager. Donc, vous vous êtes présenté. C'est très super, merci beaucoup. On en donne à la fin. Oui, on donnera à la fin. Donc, je vais vous demander... 2 secondes. Il y aura juste 4 feuilles à prendre à la fin par rapport à l'atelier. Oui. Je vous ai préparé un écrit sur l'escape game, tout ce qui est nécessaire de préparer pour l'escape game, les étapes, les incontournables, voilà, pour que vous puissiez repartir avec des pistes. Voilà. Alors, tu t'engages. Alors, pour vous engager, je vais vous poser une question. Vous avez tous un téléphone portable sur vous, une connexion ou... Alors, vous avez... C'est bon, tout le monde a? Alors, je vous propose d'envoyer un mail, donc de vous connecter à www.wooklab.com, BZBSOH. Je vous laisse faire. Ludovia, oui. Vous avez tous le mot de passe pour Ludovia? Non. Alors sinon, vous vous connectez donc sur Ludovia et le mot de passe c'est Ludo avec un L majuscule, point d'exclamation, 2020 étoile. Installe-toi, prends une chaise, installe-toi. C'est bon? Pardon. Vous voulez que je vous dicte le code en majuscule? Ouais. En majuscule BZBSOH. Sur Wooklab? Je peux regarder? Ça, c'est ici qu'on me peut. Alors là, dans la barre d'adresse, tu as mis J'ai mis comment? wooklab.com/ J'ai mis ça. il manquait le slash. Là, il faut mettre le slash. À côté du point. Ouais. Il n'y a pas de point, ouais. C'est wooklab.com/ là, il n'y a pas de point. Je recommence. Tac. Je colle. J'enlève le point, je fais un slash. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. Je cherche. Et là, ça change. Ça marche? Ouais, c'est ça. Oui, tac. C'est bon, vous l'avez tous? Alors, je peux venir? Ça te dérange pas? C'est ça ou pas? Non. C'est Alors, pas celui? Attends. Ah, je me suis trompée. Il faut le mettre en... Tu as écrit en entier avec slash Ah oui, BZ. d'accord. Ok, alors je reviens. Ah, je me rends compte que d'ici, le slash se voit pas bien. Alors, c'est L majuscule, L-U-D-O, Marie Point d'interrogation. Point d'exclamation, 2020 étoile. Donc, en venant à ta place, je me suis rendu compte que là, le slash, vous ne le voyez pas. C'est www.wooklab.com/ faut pas l'oublier, le slash. Est-ce que vous l'avez? Quelqu'un ne l'a pas? Si tu ne l'as pas, tu peux te mettre avec ton collègue. Tu peux te mettre avec avec une collègue, vous répondrez à deux. Ah mince. Alors, la question c'est, qu'attendez-vous d'un escape game? Vous, là, maintenant, dans votre posture professionnelle et personnellement, qu'est-ce que vous attendez d'un escape game? Donc, vous répondez chaque fois par un mot et vous envoyez. Un mot, par un mot, ouais, ou 3-4 mots. Ne faites pas de phrase. Est-ce que vous connaissez Wooklab? Alors, je vais en parler quelques minutes.
C'est bon? C'est bon, vous avez terminé? Je ne veux pas vous presser. Si ça ne fonctionne pas, vous pouvez peut-être demander aux collègues de le... Si, c'est bon, ça a marché? Le principe de WooClap, c'est de permettre à quelqu'un de donner son avis. Donc WooClap, c'est quelque chose qui est utile quand on est enseignant à partir du cycle 3, parce qu'on peut l'utiliser dans les 7 minutes qui comptent. Est-ce que vous connaissez le principe des 7 minutes qui comptent? Non. Alors, à la fin du cours, vous pouvez donc c'est quelque chose qui s'appelle comme ça, parce qu'on a décidé de le nommer comme ça. Hein. Vous pouvez proposer à vos élèves, voilà, maintenant, crac, ce sont les 7 minutes qui comptent, dans n'importe quelle matière. Les élèves ont 7 minutes. Ils sont en groupe de 6 ou plus ou moins, et ils doivent essayer de résumer ce qui s'est passé dans le cours. Généralement, comment se finit un cours? Réellement, il y a réellement une synthèse à la fin du cours? En principe, ouais. D'accord, ben super. Donc c'est le moment de synthèse. Donc les élèves, entre eux, construisent la synthèse. Ça veut dire que celui qui n'a peut-être pas suivi, il va peut-être raccrocher les wagons en se disant « Ah ouais, il s'est passé ça aujourd'hui. Ça, c'était important. » Voilà. Les élèves qui ont du mal à hiérarchiser, à catégoriser les informations, c'est le moment où ils vont pouvoir vraiment mettre les choses en place dans leur tête. Et l'idée, c'est qu'à la fin des 7 minutes, tous les élèves se soient mis d'accord, enfin par groupe de 6 ou 7, ils se soient mis d'accord sur les quelques mots qui vont faire la synthèse du cours. Et donc ces mots, on va les retrouver sur le nuage de mots. Donc au bout de 7 minutes, on a le nuage de mots qui s'affiche au tableau. Et bien finalement, c'est assez pratique pour l'enseignant parce que ça permet de savoir ce qui est passé et ce qui n'est pas passé. Ça permet de poser les choses avec les élèves. Ce qui est possible de faire, c'est de demander ensuite, quand il y a le cours suivant, de demander aux élèves, voilà, qui veut relire le nuage de mots, de pouvoir demander à un élève de commenter le nuage de mots. Et les élèves qui n'ont pas été présents au cours, ben, ils peuvent bénéficier du nuage de mots. C'est la transition de tout ce qui s'est passé. Voilà. C'est un dispositif assez intéressant et dans toutes les disciplines. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Donc WooClap, il y a une partie de l'application qui est gratuite. Et je ne sais plus si c'est aujourd'hui ou demain, il y a une session WooClap, où, demain après-midi, où Christophe Battier vous explique comment fonctionne WooClap. Alors je vous invite à y aller, parce que vous allez avoir une session enseignante gratuite. Voilà. Ouais, demain après-midi. Ouais. C'est bon? Donc on revient sur pour vous, qu'est-ce que vous attendez d'un escape game? Alors vous avez répondu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans WooClap, quand vous écrivez 2 fois le même mot, eh bien la taille du mot va augmenter. La taille du mot sera fonction de l'itération du mot. Si plusieurs personnes avaient écrit « je », le mot « je » serait apparu plus grand. D'accord? Donc là, finalement, vous avez tous des idées un petit peu différentes pour l'escape game. Donc ça reste quand même un jeu, quelque chose où on va concevoir, échanger. Il y a le mot « autonomie ». Alors, dans quel sens vous l'avez utilisé, le mot « autonomie » ? Dans quel sens je ne sais pas qui c'est. Ouais. Je trouve que c'est important dans le parcours de l'élève de faire en sorte que nous, enseignants, puissions mettre en place des situations où l'enfant va construire ses compétences d'autonomie. Oui. Pour qu'au final, je trouve qu'il travaille plus facilement, il y a une implication qui est plus grande quand il est autonome. Sachant qu'on a tendance à les diriger dans toutes les activités, leur donner finalement très peu de place. Parce que je l'ai expérimenté, je me suis rendu compte que les gamins étaient beaucoup plus investis, beaucoup plus acteurs de ce qu'ils faisaient en place, grâce à l'autonomie. D'accord. Alors, donc c'est pas autonomie. Donc c'est pas l'autonomie versus la collaboration. Non. C'est l'autonomie en partenariat avec l'autre. Ouais, d'accord. C'est pour ça que je demandais en fait. C'est pour ça que je demandais. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà joué lui-même en tant qu'adulte à un escape game? Oui. Ouais. Là, non. Oui. Oui. Oui, d'accord. Et finalement, est-ce que vous pouvez raconter rapidement comment ça se passe un escape game? C'était ici, en fait, c'était la dernière édition du Ludovia. Et donc, on était dans ces salles-là et il y avait un mot de passe à trouver. Il y avait plusieurs jeux dispersés
dans la salle et il fallait jouer à tous les jeux pour trouver la lettre. C'était quelque chose comme ça qui permettait après de deviner. D'accord. D'accord. Quelqu'un a joué déjà à un autre escape game? Oui? Qui a dit oui? Bah, sur Tahiti, il y a une salle d'escape game. Oui. Donc à l'intérieur, il y avait plusieurs salles avec les différents thèmes. Et donc on avait des énigmes à retrouver. Donc on avait 1 heure pour trouver toutes les énigmes et pouvoir sortir de la salle. Au bout d'1 heure, on est enfermé. Oui. Oui. Un escape game, c'est bien un jeu où il faut s'échapper. D'accord. Donc là, on n'est pas dans l'escape game commercial, on va être dans l'escape game éducatif. D'accord. Donc un escape game éducatif. Ploup. Je me suis trompée. Voilà. Un escape game éducatif, c'est un jeu dans lequel on va résoudre des énigmes dans un temps limité et pour obtenir ou faire quelque chose. D'accord? Alors, le temps limité. Quand on est au cycle 1, au cycle 2 et au cycle 3, il est important de réfléchir à cette notion de temps limité. Parce que rien de plus frustrant pour un enfant que de se dire « je n'y suis pas arrivé ». Alors, en tant qu'enseignant, quand vous allez monter votre escape game, réfléchissez bien à est-ce que je laisse 40, c'est un exemple, hein, 45 minutes et c'est terminé, tu as trouvé c'est bien, tu n'as pas trouvé c'est perdu, ou alors je laisse tomber cette histoire de temps et l'idée finalement c'est d'arriver au bout de la quête. Voilà. J'ai vu des escape games tourner au collège et l'enseignante de collège avait pris la responsabilité de se dire bah, c'est pas grave, qu'il travaille pendant 40 minutes, 45 minutes ou 1h10, je vais les laisser faire. Donc elle a pris un créneau de 2 heures et les élèves ont eu besoin de 2 heures pour arriver au bout de l'escape game. Et au bout de 2 heures, ils étaient vraiment fiers de leur travail parce qu'ils ont emmené tout le monde avec eux, même les élèves en très grande difficulté. Voilà. Donc ça, c'est important de se dire vers où je vais. Est-ce que je veux à tout prix privilégier la gagne, quitte à ce que tout le monde s'écrase, ou est-ce que j'ai envie vraiment de valoriser même les plus fragiles? Voilà. Alors, l'escape game, qu'on ne se trompe pas, c'est un jeu sérieux, d'accord? C'est un jeu. En tant que conseillère pédagogique, j'ai accompagné plusieurs enseignants dans la construction de jeux sérieux. On est bien dans des jeux. Vos élèves ne sont pas dupes. Parfois, j'ai accompagné des enseignants qui disaient « Bon, alors je vais faire mon évaluation sous forme de jeu. » Alors, ça passe une fois. La deuxième fois, les élèves, ils ne sont pas dupes, quoi. Ils savent très bien que vous n'êtes plus dans le jeu, qu'ils sont dans l'évaluation, et puis que le mot ne correspond pas à l'annonce. Bonjour. Voilà. Donc, si vous annoncez à vos élèves, on construit un escape game, construisez un escape game. Ne construisez pas une évaluation déguisée. D'accord? Et c'est bien quelque chose, c'est bien un jeu dans lequel on va demander à vos élèves de faire quelque chose. Et si on fait, j'ai bien utilisé on. On, ça veut dire qu'on n'est pas seul. Ouais. Ça veut dire qu'on va être obligé de communiquer, de travailler ensemble, de chercher ensemble, de coopérer, de collaborer, de communiquer. Voilà, les 3 co. Communiquer, collaborer, coopérer. C'est indispensable. Voilà. Et ce qui est indispensable aussi, c'est de pouvoir obtenir le quelque chose à la fin. Parce que si vos élèves se lancent dans quelque chose et s'ils n'obtiennent rien, ils vont le faire une fois, et finalement, pourquoi ils le feraient? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils pourraient obtenir à la fin? Oui. Ouais, un certificat, un brevet. On en est arrivé au bout du jeu. Ouais. Des épreuves. Vous pouvez. Une espèce de reconnaissance. Oui, c'est ça. Vous pouvez leur proposer une reconnaissance, un badge, quelque chose comme ça, ouais. Ou tout simplement, eh ben, ils peuvent trouver l'objet qu'ils devaient trouver. Tout simplement. Vous pouvez faire comme si les clés avaient disparu, et puis s'ils arrivent à résoudre les différentes épreuves, à arriver au bout, eh ben, crac, les clés sont là. On n'a pas besoin de plus. On est fiers d'avoir retrouvé les clés. On a réussi à le faire.
Voilà. Il y a parfois des escape games où ça termine en disant « Bravo, super, tu as gagné ». Mais les élèves, pour les avoir vus faire, les élèves sont désarçonnés en disant « c'est tout, c'est tout ». Alors j'ai la chance de travailler avec des plus petits, donc avec des élèves de 6, 7, 8, 9, 10, 11 ans. Donc eux, ils sont vraiment nature. Donc quand je construis un escape game, et quand je trouve une classe témoin qu'on va tester, et quand je vois les élèves qui sont là et qui sont frustrés finalement, je sens qu'il manque quelque chose. Peut-être qu'un élève de collège serait un petit peu plus dans la retenue. Voilà. Donc ce que je trouve sympa justement, c'est de voir si ça plaît ou si ça frustre. Voilà. Alors, l'escape game et le jeu sérieux en général, c'est quelque chose qui va vous permettre d'agir sur l'élève. Donc comment est-ce que vous allez agir sur lui? Vous allez favoriser sa motivation parce que il va faire quelque chose qui lui fait plaisir. Vous lui permettez de travailler autrement. Et souvent, vos élèves aiment sortir du cahier ou de ce qui se passe de façon traditionnelle pour le faire autrement. Donc cette notion de plaisir, ça va générer de la motivation. Et puis ensuite, ça va favoriser la persévérance. Quand j'étais maîtresse, parfois, je me disais... Ah oui, je dis toujours « quand j'étais maîtresse ». Voilà, c'est une expression... voilà. Quand j'étais maîtresse, ce qui me chagrinait, c'était de voir des élèves qui disaient « Oh, non, j'arrive pas ». Puis qui se mettaient comme ça, puis qui attendaient. Des élèves que j'aurais aimé dire « mais viens, essaye ». Et en fait, le fait de les faire jouer, ça leur donne envie d'essayer. Et comme il y a un enjeu, il suffit que vous essayiez de trouver leur petite corde sensible, ce qu'ils aiment. Et bien là, l'enjeu, c'est quelque chose de... Pour eux, il faut à tout prix essayer. Et c'est là qu'on voit les enfants qui sont en situation d'échec ou qui sont en difficulté scolaire. C'est là qu'on voit des élèves briller. Parce qu'il y a un enjeu, parce qu'ils ont envie d'arriver au bout, parce que c'est quelque chose qui leur plaît. Voilà. La ludification va permettre d'agir sur le travail aussi. Parce que vous allez permettre à vos élèves de travailler autrement, de travailler tous les domaines. C'est-à-dire que vous ne cloisonnez pas. Quand on va faire un escape game, on ne va pas le faire, ce que je vais vous proposer en langue vivante étrangère, ça ne va pas être que de l'allemand. C'est quelque chose qui est complètement transposable en anglais, en espagnol, en tahitien, en chinois, en russe. Et c'est quelque chose qui ne se limite pas à la langue vivante étrangère. L'idée, c'est bien de montrer aux élèves qu'on a besoin de tout ce qu'on fait à l'école pour pouvoir réussir. C'est ça l'escape game. On a besoin de tout ce qui se passe dans la pièce. Parfois, le petit détail insignifiant va permettre d'aller au bout de l'énigme. Voilà. Et là, c'est pareil. Et l'escape game et le jeu en général va permettre aux élèves de développer l'observation. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce que j'ai sous le nez? Qu'est-ce que je peux en faire? On aide les élèves à se poser des questions. Autre chose, ça va permettre aux élèves de revoir et de réactiver des notions ou alors de mettre les élèves en situation de recherche. Alors, j'ai dit « ou alors », c'est malheureux parce que finalement, ça devrait être « et ». Parce que dans tout ce que les élèves vont découvrir, il va y avoir forcément un moment où ils vont être en situation de recherche. Parce que si dans un escape game, vos explications et vos consignes sont très précises, est-ce que vos élèves seront en situation de recherche? Oui, ils seront en situation d'exercice. Et on glisse vers ce que je vous disais avant. Donc, est-ce qu'on est encore dans le jeu? Ils ne seront pas dupes. On est dans l'exercice. D'accord? Ils ont besoin de cette partie recherche. Ils ont besoin de se demander, voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Où il faut que j'aille? J'ai besoin de quoi? Et puis finalement, là, on fait un feedback en tant qu'enseignant. C'est du méta. C'est du métacognitif. Du coup, ça leur permet de se dire, pour arriver à faire une tâche, j'ai besoin d'eux. Est-ce qu'en situation de classe, on a le temps forcément de faire ça avec eux? Pas toujours. On est d'accord. Alors, l'escape game, on a parfois l'impression que ça va être chronophage pour les élèves. Parce que nous, en tant qu'adultes, excusez-moi l'expression, on ne va pas tenir le crachoir pendant toute l'heure. On va les laisser faire. Et parfois, en les laissant faire, on se rend compte qu'ils ont construit plus de choses pour eux que ce qu'on ne leur aurait apporté. Voilà. Donc, l'escape game et le jeu
pédagogique va permettre d'agir, ça c'est extrêmement important, sur le groupe. Donc ça va permettre de renforcer la cohésion et d'agir sur le climat de classe et le climat d'école. J'étais directrice d'une école élémentaire et on avait pris le parti avec une collègue d'organiser 3 escape games par an parce qu'il y avait parfois des petites tensions entre les élèves et volontairement on organisait des groupes mixtes parce que quand les élèves sont en situation de recherche, soit ils se tapent dessus, soit ils coopèrent. Quand ils se tapent dessus, ils n'arrivent pas au bout de l'énigme. Donc, volontairement, on a fait des groupes hétérogènes. Et puis, quand un groupe dysfonctionne, il y a toujours l'adulte. Si l'adulte perd un quart d'heure à expliquer, on se calme, on se parle correctement, on se respecte, ben, on va être obligé de le faire une première fois, sauf que la deuxième fois, on ne le fera pas parce que les élèves sont arrivés derniers. Voilà. Ils vont peut-être se dire, ouais, mais cette fois-ci, c'est bon, hein, on ne s'engueule pas, on travaille, allez, on fait comme si on était copains. Ben ouais, mais en fait, c'est ça qui doit se passer dans la classe. Qu'on soit copain ou pas, dans la classe, ce qu'on sert à promouvoir, c'est la collaboration et la coopération. Voilà. Et comme il y a un enjeu, il se prête au jeu. Tout est une question de jeu, finalement. Jeu en tant que personne, jeu en tant que ce qu'on va faire et en jeu. Voilà. Ça va permettre aussi de développer l'intelligence collective. Alors, pour l'avoir vu faire en langue vivante étrangère, avec des groupes d'élèves petits, CE1 et CE2, donc les élèves n'ont que 7-8 ans, on a proposé aux élèves un escape game dans lequel les élèves étaient obligés de communiquer en langue vivante étrangère. C'est-à-dire que dans l'escape, on ne parle pas français, on parle que allemand. Alors, les élèves en grande difficulté, ben, ils étaient en difficulté. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il fallait qu'ils disent quelque chose, eh ben, ils ont appris que souffler, c'était apprendre. Parfois, en classe, on leur dit « Non, stop, chut, arrête de souffler, arrête de souffler. Qu'est-ce que tu as à dire? Chut, 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 dites rien. Tu as quoi à dire ?» Alors, vous vous rendez compte? Le petit loulou qui a déjà peur de dire ou qui ne sait pas trop, il va être encore plus mutique. En lui permettant d'entendre un message. Ils vont être 2. Il va y avoir l'émetteur, celui qui va souffler, et le récepteur, celui qui attend. Finalement, qui va apprendre des 2? Les 2. L'émetteur, qu'est-ce qu'il va apprendre? Pardon? Formuler. Il va formuler, oui. Là, on est en langue. Je prends l'exemple de la langue vivante étrangère. Il va devoir sélectionner le message. Hein. Ils sont qu'en niveau A1. Comment est-ce que lui, dans sa tête, il peut savoir exactement ce que le copain va vouloir dire? Donc, il va être obligé de lui faire des propositions. Il va être obligé de dire des choses différentes. Donc, lui, il va travailler sur la formulation, sur le lexique, sur l'adaptation. Il va communiquer, en fait, avec le copain. Le copain qui ne sait pas à qui on souffle, qu'est-ce qu'il va faire? Il est réceptif, ouais. Il va être en situation de compréhension. D'accord? Alors, la compréhension à quel niveau? Oui. Par rapport à celui qui émet justement Ouais. les idées, Ouais. les Donc, propositions, les formulations. Oui, c'est ça. Donc, il va être obligé, lui, de se dire, voilà, qu'est-ce qu'il me raconte le copain? Déjà, je comprends ce que me raconte le copain. Donc, ça veut dire que je vais à la pêche aux mots. Ça veut dire que je construis mon schéma de compréhension. Comment je fais pour comprendre? Et ça, c'est quelque chose qui va vous aider lorsque il va y avoir enseignement de la langue de scolarisation. Parce que vous retravaillez le comment on fait pour comprendre un message. Et le fait d'avoir un copain qui souffle dans l'oreille, ça veut dire que le message n'est adressé qu'à une seule personne, à lui. C'est le moment où, phonologiquement parlant, il va pouvoir entendre décomposer les mots tout doucement. Et le copain qui est à côté, qui va lui parler, pour que ce soit compréhensible, il va falloir qu'il parle doucement, qu'il articule, qu'il décompose ce qu'il a à dire. Donc vous vous rendez compte finalement, tout ce qui se met en place quand on souffle. Donc parfois on avait tendance à dire que souffler c'est tricher. Moi j'avais pris le parti, il y a 15 ans dans ma classe, de dire souffler c'est apprendre. Donc ils avaient le droit. Je leur avais même proposé d'utiliser un outil qui s'appelle le chuchotophone. Est-ce que vous en... Alors ça porte peut-être d'autres noms. C'est
C'était la période où on construisait la maison, donc il y avait des tuyaux partout. Et je vous avoue que ça m'est venu un soir en voyant l'amoncellement de tuyaux et de coudes que mon mari avait constitué dans le coin de la salle de bain. On met un petit coude, un tuyau, un autre coude. Ça ressemble à un combiné de téléphone. Donc quand vos élèves vont apprendre à lire, par exemple, là je m'adresse à la maîtresse de CP. Voilà. Voilà. Et c'est exceptionnel parce que les élèves mettent à l'oreille et c'est très utile pour les enseignants de langue, pour les élèves qui ont du mal à prononcer et à s'entendre prononcer. Parce qu'il y a des élèves qui vont vous dire « bah oui, mais j'ai dit comme ça ». Ben non, tu n'as pas entendu ce que tu as dit. Le chuchotophone, on le met à l'oreille et en fait, ce qu'on dit, on le chuchote, on l'entend. Voilà. La tablette permet d'enregistrer ce qu'on a dit aussi, on est d'accord. Quand on n'est pas tous équipés de tablettes, le chuchotophone, c'est pas mal aussi. Voilà. Donc chuchotophone. Sauf que si on retourne la partie basse, le chuchotophone devient un téléphone parce qu'il est orienté comme ça. Donc le copain parle et moi j'entends. Voilà. Donc ça permet d'éviter le truc dans l'oreille, voilà. Ça permet d'avoir quelque chose de propre. Et ça permet d'institutionnaliser le chuchotement, le fonctionnement. Ça va vous éviter d'avoir des élèves qui vont chuchoter dans tous les coins. S'ils ont quelque chose à se dire, ils peuvent utiliser le chuchotophone. Voilà. Ce qu'il est possible de faire aussi, et ce qui fonctionne, quand le message est plus long, quand les enfants sont plus grands, vous pouvez mettre un studio d'enregistrement au bout de la classe avec simplement une tablette. Donc celui qui a quelque chose à dire ou quelque chose à faire passer, il va s'enregistrer sur la tablette et il propose la tablette au copain. Et le copain, il met ses écouteurs, crac, il écoute le message. Voilà. Ça, c'est possible. Et ça marche bien avec les élèves. Et là, vous êtes en train de tisser l'intelligence collective. Je sais et je t'aide. Et finalement, si on parle une langue, c'est pour ça. En tant que conseillère pédagogique, quand je vais visiter les enseignants, qui travaillent en langue vivante étrangère, je leur demande s'ils sont d'accord que je fasse un petit schéma des interactions qui se passent dans la classe. Alors c'est intéressant parce que ça permet aux enseignants de se rendre compte de combien de temps ils vont parler, combien de temps les élèves vont parler et comment s'organise la communication, les échanges. Et pour avoir été maîtresse, j'ai eu cette idée-là parce que quand je travaillais avec le Passy-Cardi, un jour j'étais empêtrée dans mon expérimentation, je me suis dit mais c'est pas possible. Et à la Cardi, il y a quelqu'un qui m'a dit mais qui c'est qui parle? Est-ce que c'est toi ou c'est les enfants? Je me dis ben voilà. Alors j'ai installé une caméra dans la classe, pas parce que je suis nombriliste, mais parce que je voulais progresser. Et c'est ce que je propose aux enseignants de faire, de leur proposer d'être le regard externe. Et là, on se rend compte que finalement, c'est simple. Je reviens à ma situation de confort avant. Pour l'enseignant, c'est souvent confortable de dire, voilà, je maîtrise. Je vais maîtriser la situation de communication, ça va aller vite, je vais pouvoir corriger, ça va être efficace. Donc, on y va, je donne le modèle, on répète tous ensemble, tu répètes, tu as un truc à dire, je te pose la question, tu répètes, tu poses la question. Vas-y, pose la question à tes camarades. Mais souvent, quand la question est posée aux camarades, à qui est-elle adressée? Qu'à une personne, voilà, ou à l'enseignant. Donc, pour avoir fait des schémas, sur 7-8 minutes, l'enseignant va parler au moins 50% du temps. L'élève qui aura le plus parlé aura parlé 35 secondes et la moitié de la classe n'aura pas parlé. Et le schéma d'adressage, ce sera l'enseignant et les différents élèves. Ça fera ping, 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 ping. Ou alors, ce sera un ping-pong, ping, ping-pong, ping, déguisé. Finalement, qui a besoin de parler en classe pour apprendre? Qui a besoin de parler? Les élèves. Et qui parle? Qui a besoin d'apprendre, justement, ce sont les élèves. L'enseignant sait. Voilà. Et justement, leur permettre de jouer, c'est leur permettre de communiquer entre eux. Si vous organisez des jeux, organisez des vrais jeux. On va en parler après de qu'est-ce qu'on peut organiser comme jeu. D'accord? Et l'escape, justement, c'est le jeu pour lequel l'enseignant, il va se mettre de côté. L'enseignant, c'est le meneur de jeu et il laisse faire les enfants. Peu importe ce qui se passe, dans le groupe, il y a un meneur de jeu qui est garant, par exemple, de la langue qu'on va utiliser. Si on est en anglais, si on veut que le jeu se passe en anglais, le meneur de l'équipe, il va être garant. Et si un élève ne respecte pas,
Donc dans les premiers escape games, je propose aux enseignants de mettre une pénalité temporelle. Par exemple, de rajouter 10 secondes au chrono de fin. Voilà, c'est tout. On comparera juste les chronos de fin. Et je vous assure que c'est des toutes petites choses, mais c'est super motivant pour les élèves. Voilà. Et le fait de savoir qu'ils ont le droit de se souffler dans l'oreille, bah c'est bon. Et on se rend compte que les élèves, finalement, se mettent vraiment à construire des stratégies. Le mot stratégie est important, de collaboration et de coopération. Comment on va faire pour aider celui qui est le plus faible, celui qui est le plus fort et qui se met souvent en valeur? Et bien finalement, dans certaines parties de l'escape game, ce ne sera pas lui qui sera en valeur. Parce qu'il y a des jeux pour lesquels ce sont les élèves en difficulté qui seront les plus efficaces. On va justement voir certains jeux. Donc finalement, ça permet de valoriser tout le monde et puis de raccrocher tout le monde au wagon. Voilà. Alors, pour faire un jeu sérieux, n'importe quel jeu, il vous faut absolument un cadre. Donc ça, le cadre, c'est indispensable. Que vous le fassiez en langue vivante étrangère, que vous le fassiez en maths, en histoire géo, en sciences, il faut à tout prix un cadre. Il faut que vos élèves, si vous voulez, je vous donnerai les références du Geniali. Si vous le voulez peut-être, ouais, je vous le donnerai. Voilà. Il faut à tout prix que vos élèves aient un cadre, qu'ils sachent jusqu'où ils peuvent aller, les limites. Donc s'il s'agit d'un escape game, ils doivent savoir qu'on ne sort pas de la salle, par contre qu'on n'est pas enfermé, mais qu'on ne sort pas de la salle, qu'on ne déchire pas, qu'on ne grimpe pas sur les chaises, qu'on ne grimpe pas sur le bureau, qu'on ne va pas chercher au-dessus de l'armoire, qu'on n'a pas besoin de casser, qu'on n'a pas besoin de taper. Ça, il faut leur dire. Il faut leur dire à chaque fois. Voilà. Ils ont besoin de savoir aussi ce qu'ils peuvent utiliser. Donc avant de les faire rentrer dans la salle, avant de les mettre en jeu, dites-leur, tout ce qui est dans la salle, tout ce qui est sur les tables, par terre, est utilisable. Ça veut dire que c'est une tablette, on peut utiliser la tablette. S'il y a un ordi, on peut utiliser l'ordi. Si vous ne voulez pas qu'ils l'utilisent, si vous ne voulez pas que vos élèves utilisent votre smartphone, c'est du vécu. N'oubliez pas votre smartphone en plein milieu du jeu. Voilà. Parce que c'est un petit peu fâcheux de leur dire « Ah non, c'était le mien, je me suis trompée, viens, donne. » Voilà, ça ne le fait pas. Voilà. Donc, assurez-vous de la présence d'un meneur de jeu. Donc, avant de commencer le jeu avec vos élèves, désignez un meneur de jeu et désignez ce qu'il doit faire. Voilà, il faut que ce soit clair. Donc, quand j'étais maîtresse, le meneur de jeu, c'était à tour de rôle. Toutes les semaines, on changeait de meneur de jeu. C'était un métier. Sachant que je proposais à mes élèves de jouer en maths, en sciences, en français, en langue vivante étrangère, en sport. C'était les mêmes règles. Le meneur de jeu, il avait le même boulot toute la semaine. C'était un métier, en fait. Il avait le même métier toute la semaine. Et je vous assure qu'à la fin de la semaine, les élèves sont sacrément performants au niveau de la gestion de conflits et puis au niveau de la gestion des techniques de collaboration. Et ça, c'est important finalement, parce que vous leur donnez les clés pour pouvoir grandir. C'est plus vous qui gérez tout l'aspect métacognitif, c'est plus vous qui gérez tout l'aspect relationnel entre eux. Ils s'approprient leurs apprentissages, voilà, et les relations qu'ils ont entre eux. Hop. Oui, j'ai remis lever le problème de l'enfermement. Ne dites jamais à vos élèves qu'ils sont enfermés dans la salle de classe. Ça peut être paniquant pour eux. D'ailleurs, c'est interdit, mais ça peut être paniquant pour eux. Donc essayez de trouver une tâche finale sympa. Je vous montrerai un escape game après. Voilà. Ah ben non, c'est le moment maintenant que je vous le montre. Alors, je vous montre un escape game qu'on m'a demandé de concevoir pour le cycle 3, pour qu'il puisse y avoir une liaison entre les CM et les 6e, et un escape game qui puisse aussi être réalisé quand on va accueillir les correspondants allemands lors des rencontres. Donc c'est un escape game avec lequel on peut jouer en français et en allemand. Et du coup, vous allez voir qu'on va pouvoir y jouer en russe, en turc, Voilà. Alors j'ai fait le choix de l'escape game entièrement numérique. C'est pour ça que je vous l'ai proposé aujourd'hui. On travaillera après sur les avantages et les inconvénients. Parce que cet escape game-là devait être jouable avec 45 enfants dans une salle de classe. Donc ça veut dire que l'escape game ne pouvait pas être sous forme de papier, indice, boîte qu'on ouvre, voilà. Alors,
pour pouvoir jouer à cet escape game-là, j'ai conçu un parcours d'apprentissage que j'ai posté sur un Padlet. Ce parcours, c'est une séquence de 11 séances. Et petit à petit, je propose aux enseignants de travailler avec les élèves pour acquérir les formulations et le lexique nécessaires. Alors c'est quelque chose c'est un escape game autour de la ville. Donc on commence la séquence d'apprentissage avec une chanson d'un Allemand qui chante qu'il aime bien sa ville. Enfin bon, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le foot, donc c'est quelque chose de sympa. Et petit à petit, les élèves apprennent à utiliser une carte. D'abord, la carte, je la propose sous forme de cases. Les élèves ont des missions. Donc simplement prendre le bus pour aller à. Donc là, on travaille sur les déplacements, sur comment est-ce que je dis que je me déplace. Et puis ensuite, ils ont des missions. Par exemple, aller acheter une fleur. Donc là, on va travailler sur le lexique des vêtements, le lexique du matériel scolaire, le lexique des fruits et des légumes. Après, ils vont devoir, par exemple, aller dans un restaurant. Ils vont devoir aller chercher quelque chose, puis aller rendre visite. Puis, en fait, les missions vont croissantes. Donc, j'ai choisi de le faire ainsi pour permettre à tous les élèves de pouvoir rentrer dans l'escape. Parce qu'il va y avoir des élèves peut-être en difficulté qui n'arriveront pas à acquérir tout le lexique. Donc du coup, c'est un jeu qui permet la différenciation pédagogique. Voilà. Au bout de la séquence que j'ai proposée pour les Français et pour les Allemands, donc les élèves se réunissent dans une salle et font cet escape game. Alors le jeu que j'ai préparé au départ sur un plateau puis sur le TBI, qui était une carte simplifiée de la ville, se retrouve comme ça sous le même design. Hop. Alors d'abord, je vous montre, je vous reparle, je ferai un aparté après, sur finalement l'amorce de l'escape game. Ça, c'est super important, l'amorce. Donc je vais seulement jusqu'au bout de ce que je voulais dire. Voilà. Donc là, ils n'ont plus de carte simplifiée, c'est la carte réelle de la ville. Donc finalement, on a fait de l'allemand, on a travaillé aussi sur l'histoire et la géographie. D'accord ? On a bossé sur les cartes avec les élèves. On est sorti de la seule discipline langue vivante étrangère. Voilà. Alors, je reviens sur ce que je disais avant, l'amorce. Pour que vos élèves puissent jouer. Si vous voulez leur proposer un jeu de loi, un jeu de Kim, c'est des jeux auxquels ils jouent habituellement. Si vous leur proposez un escape game, il faut vraiment une accroche. Il faut qu'ils aient envie, il faut que vous alliez les chercher. Voilà. Y a des enseignants qui choisissent de faire carrément une capsule, une espèce de mini-film où ils expliquent l'enjeu, alors avec la musique, à la Mission Impossible, voilà. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment les mettre en mouvement. Voilà. Il faut leur expliquer et il faut vraiment scénariser la chose. Là, l'idée, c'est qu'il y avait un gros problème dans la ville de Cologne. Il devait y avoir... Cologne est connue pour un carnaval. Le carnaval de Cologne, c'est quelque chose qui est très connu. Et en Allemagne, il y a un roi et une reine pour tous les carnavals. Le carnaval, c'est au mois de février. Le roi et la reine de carnaval est déjà choisi au mois de novembre. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose, il faut que les choses soient prêtes, c'est quelque chose qui se prépare en avance. Et le jour de carnaval, le maire remet les clés de la ville au roi et à la reine de carnaval. Sauf que là, bing, les clés de la ville ont disparu. Donc il faut que les élèves enquêtent pour retrouver le code du coffre dans lequel sont enfermées les clés. Voilà. Alors, donc on a des énigmes pour permettre à tout le monde de travailler. Donc là, j'ai mis le nom du monument, parce qu'en histoire géo, les élèves avaient travaillé sur la situation sur la carte. Voilà. Pardon ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le nom d'un pont, en fait. C'est le nom du pont. C'est un pont qui est énorme. Voilà, vous pourrez le voir après. Voilà. Alors, chaque fois, il y a le nom et il y a l'énigme. Si vous voulez, je vous montrerai après rapidement comment on fait pour construire quelque chose comme ça sur Geniali. Cet après-midi, j'ai un atelier justement où c'est le comment on fait pour construire. Voilà. Donc, il y a 6 endroits avec des énigmes
et l'endroit où va se trouver le coffre-fort. Je vous montre le coffre-fort. Là. Ploup. Donc pour que les élèves comprennent, j'ai simplement construit une petite infographie pour leur expliquer ce qu'il s'agit de faire pour arriver au coffre-fort. D'accord ? Alors là, en ne pratiquant pas l'allemand, est-ce que vous voyez ce qu'il s'agit de faire ? Oui, un calcul. Quoi comme... Oui, la masse des résultats, 6. Donc les... Ouais, voilà. Donc là, c'est transparent. Hein. On additionne les résultats. Voilà, c'est ça. Et ensuite, on va soustraire. D'accord. Ça, il n'y a rien de... On est d'accord ? Il n'y a rien de difficile là. Ça veut dire, par contre, qu'il va falloir résoudre chacune des énigmes. Bon, je reviens en arrière. On va aller, par exemple, sur l'énigme... Là, sur celle-ci. Alors, les élèves, j'ai expliqué aux élèves qu'ils allaient se retrouver en groupe mixte, franco-allemand, et qu'ils allaient d'abord devoir s'expliquer ce qui allait se passer dans l'énigme. Ah ben, ça, c'est pas ouvert. Voilà. Ils devaient d'abord expliquer ce qui allait se passer. Et ils allaient devoir se mettre d'accord ensemble sur comment ils allaient faire pour résoudre l'énigme. Donc, je vous laisse regarder. Donc là, en français, qu'est-ce qu'il va s'agir de faire ? On doit retrouver le bon chemin pour pouvoir le sortir. Oui. Chaque fois, on doit additionner ou soustraire 5. Oui. Par rapport au nombre de binaires. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'il va s'agir de trouver ? Résultat. Un nombre. Ouais, il va falloir trouver un nombre. D'accord. Alors, quelle technique vous utiliseriez ? Ben, allez-y, je vous en prie. Moi, ce que je faisais avant de réfléchir le titre, je partais vers la fin et j'essayais de trouver, d'essayer de retrouver comme voilà. Voilà. Vous avez trouvé ? Alors, certains élèves, pour l'avoir vu faire, donc les élèves commencent, ils écrivent 409, plus 5, moins 5, plus 5, plus 5, plus 5, moins 5. Les élèves qui sont très à l'aise en calcul, qu'est-ce qu'ils vont commencer à faire ? Vous voyez, ils calculent, hein ? Ils se mettent dedans, ils calculent. Les élèves qui sont en difficulté, ils font quoi ? Ils cherchent une stratégie. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme stratégie ? Des essais, des échecs. Ouais. Autour de 409 plus 5, ils vont rester bloqués, donc ils reviennent au début, puis ils vont réessayer un autre chemin. Alors, généralement, dans le groupe, ils se mettent d'accord sur le chemin. Ils écrivent le calcul. Ça, ils arrivent à le faire. Je n'ai pas vu de groupe où ils ne trouvaient pas de chemin. D'abord, ils trouvent le chemin. Ils essaient quand même d'être efficaces. Ils ont 30 minutes. Donc, ils trouvent le chemin. Voilà. Et ensuite, ils écrivent le calcul. Les plus doués vont commencer à calculer. À dire les nombres, par contre, c'est obligatoire de le dire en langue vivante étrangère. Donc voilà, donc ils vont commencer à dire les nombres, à calculer. Les élèves les plus en difficulté, eux. Ah, pas forcément, non. Eh bien, ils vont essayer de fonctionner. Moi, au départ, je me suis dit, ils vont fonctionner à l'économie. Eh bien, non. Parce qu'ils vont constituer des stratégies qu'ils vont pouvoir utiliser dans la vie de tous les jours. J'ai vu faire un élève dyscalculique. Donc, c'est un élève vraiment en grande difficulté. Il prend le feutre vert, il explique, donc je vous le fais en français, plus 5, c'est vert, donc il entoure tous les plus 5 en vert. Moins 5, c'est rouge, il entoure tous les moins 5 en rouge, et chaque fois qu'il efface un vert, il efface un rouge.
on efface un vert, on efface un rouge, on efface un vert, on efface un rouge, on efface un vert, on efface un rouge, et qu'est-ce qui reste? 409. Donc le résultat, c'est 409. Cet élève-là, que tout le monde, enfin que personne ne voulait écouter au départ, c'est devenu le dieu. Voilà, il a gagné en compétences vis-à-vis de tous ses camarades, enfin, et sur les jeux d'après, parce que l'enseignante lui a proposé de rejouer après sur d'autres jeux, eh bien, il avait son mot à dire. Parce que finalement, lui avait réussi à utiliser des petites techniques qu'il avait apprises et des techniques efficaces. Dans la vie de tous les jours, finalement, c'est comme ça qu'on fait. Quand on va leur demander de faire des équations, ben, c'est ça qu'on va leur demander de faire. De voir qu'est-ce qu'on rajoute, qu'est-ce qu'on élimine, où sont les vases communicants. En fait, lui a compris. Voilà. J'aurais une question. Oui. Et comment est-ce que les échanges se sont produits alors? Parce que, donc, si on prend l'exemple de cet élève qui a utilisé cette stratégie, comment est-ce qu'il a dit en allemand? Alors, il a juste dit plus 5 rouge. C'était un élève de CM1. Mais, Plus 5 rouges. Quand il a dit, OK, je vais vous montrer. Alors, ils avaient. Alors, le problème de l'escape game numérique, donc je fais un aparté, c'est qu'il y a une tablette sur la table et il y a une personne qui manipule la tablette. Voilà, c'est ça le problème de l'escape game numérique au regard de l'escape game papier où tout le monde peut bidouiller le papier, la tablette. Pour peu que ce soit des tablettes Litz grandes comme ça, c'est problématique. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont décidé du chemin et ils ont écrit sur une feuille en fait, le calcul. Oui, je suis en train. Comment ils ont dit voilà, Comment ils ont dit? Alors, à la mesure de ce qu'ils étaient capables de le faire. Lui a dit falsch, je vous fais en français, faux, plus 5 la couleur, moins 5 la couleur, et il a commencé rouge, vert, et il a effacé. Rouge, vert, et il a effacé. En fait, il est dans le niveau A1. Il utilise ce qu'il sait dire. Voilà, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, c'est juste, c'est faux. On additionne, on enlève. Pardon? Maintenant, ils ne sont pas obligés de faire De longues phrases? Non. Juste des petits mots. Oui. Et alors ça permet de travailler. L'enseignante a fait le retour après sur l'adressage, même en français. On réfléchit à ce qu'on a réellement besoin de dire dans un message. Est-ce qu'on a besoin de se noyer dans plein de mots ou est-ce que je peux communiquer efficacement? Voilà. Et donc, oui. Et en plus, là, c'est le langage en situation qui permet d'utiliser les dictiques et de montrer qu'on n'a pas besoin d'évoquer. Tout à fait. Donc, je suppose que c'est pareil pour le chemin. Oui. Si j'ai une stratégie, ça peut être regardez-moi. Oui, tout à fait. Et ils savent dire gauche-droite, en haut, en bas, mais finalement, dans la vie de tous les jours, quand est-ce que c'est intéressant de dire gauche-droite, en haut, en bas? On le fait en langue vivante étrangère, c'est bien dans des situations un petit peu aseptisées, alors que là, finalement, c'est super intéressant. Et puis, le langage de classe qu'on aimerait passer, c'est mon tour, c'est ton tour, lance le dé, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, j'ai compris, j'ai pas compris, et ben, c'est là qu'on l'utilise. C'est là qu'ils se le disent entre eux. Voilà. Un autre exemple. C'est bon, j'ai répondu à votre question? De rien. Ploup. Un autre exemple. Donc là, pareil, le mot labyrinthe et le mot pyramide, c'était des mots transparents. Donc c'est pour ça que j'ai choisi labyrinthe et pyramide. Donc là, c'est pareil, il fallait expliquer. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? En allemand, le mot plus, ça se dit plus. Le mot moins, c'est minus. Donc ça, on avait vu avec eux avant. Et c'est pareil. Donc il faut qu'ils construisent leur pyramide et qu'ils découvrent le nombre qui va être en haut de la pyramide. Il faut qu'ils se mettent d'accord. Donc là, ils vont travailler sur les techniques de calcul. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des élèves qui n'avaient pas encore bien compris que 71, ça ne s'écrit pas 6, 1, puis 1, que ça s'écrit 7 et 1. Pourquoi j'ai choisi ce genre d'épreuve-là? Parce qu'en allemand, quand on va dire 71, on va dire d'abord le 1 et on va dire 7 dizaines. Donc on va entendre le mot 7. Et il y a des élèves qui ont besoin de ça. Et à la fin de ce jeu-là, il y a un élève de CM1 qui a demandé à son enseignante, maîtresse, est-ce que maintenant, quand tu dois me dire les nombres comme les 60 ou les 70, les 80 ou les 90, tu peux me le dire en français, mais tu me le dis aussi en allemand? Parce qu'en allemand,
on dit 8 dizaines, 9 dizaines. Et ben c'était pour clarifier les choses, voilà. Et pour c'est un moyen pour lui de figer les choses. Voilà. Si on n'était pas passé par là, il n'aurait pas pris le temps de comprendre. Voilà. Hop. Donc là, pareil, il fallait présenter la situation. Donc ça se passe à la mosquée de Cologne. Voilà. Donc les élèves disent, ils doivent présenter la situation, chose que j'ai oublié de vous dire avant. Quand ils ont terminé de résoudre l'énigme, ils ont une tablette et ils doivent enregistrer sur la tablette l'explication de l'énigme. Donc je vous le fais en français, ils doivent dire « Je suis à la mosquée, il y a une pyramide, donc d'abord j'ai fait 20 plus 10 égale 20, puis 20 plus 15 égale 35, puis 35 plus 30 égale 65, puis 65 plus 60 égale 125. » Voilà. Ou ils utilisent une autre technique, c'est possible aussi. Mais ils doivent l'expliquer et ils doivent s'enregistrer en train de l'expliquer. Et la consigne, c'est pour l'explication, chacun doit parler. Donc ils se répartissent la parole. Ils ont 30 minutes pour faire tout ça. Au bout de 30 minutes, on ramasse les tablettes. Donc on a grosso modo 7 groupes. 7 groupes de 6 élèves. Donc il y avait 6 énigmes. Parfois, il y a 2 groupes qui travaillent sur la même énigme. Quand il y a 2 groupes différents qui travaillent sur la même énigme, on peut peut-être avoir 2 résultats différents. Ce qui est très intéressant, c'est d'entendre l'explication de chacun. Parce que si on présente un résultat, ce qui arrive parfois, c'est l'autre groupe qui dit « Ah oui, oui, on s'est trompé, on voulait dire la même chose. » Donc du coup, l'autre groupe n'a plus voix au chapitre. Alors que là, la parole de chacun est importante. Donc à la fin du jeu, on fait une petite récré, tout le monde revient en classe et on écoute les capsules audio de chacun. Et puis du coup, est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord? Eh bien, on utilise WooClap et on vote. D'accord, pas d'accord. Ce qui nous permet d'arriver à la salle des coffres. Je vous emmène à nouveau à la salle des coffres. Ploup. Alors, on va faire, si vous voulez bien, on va essayer. On va faire un truc... Vous vous concertez sur un nombre. On va aller au coffre. Qu'est-ce qu'on pourrait inscrire sur le coffre? Comme code? Peu importe, oui. Je vous emmène au coffre. Faites-moi une proposition. 515. Ah, faux. Je vous y ramène, je vous donne la réponse. La réponse est 8. Ouah, on a les clés. Voilà, généralement c'était ça. Ça y est, voilà. Et donc là, c'est le moment où on trouve de l'écrit en langue vivante étrangère à la fin. Voilà. Pour le cycle 3, c'est le moment opportun. Voilà. Donc j'avais fait un petit lien qui vous emmène, non je ne vais pas vous emmener, mais qui vous emmène voir la vidéo avec le carrosse qui défile, on voit les grandes clés, c'est la célébration du truc. Voilà. Voilà. Alors, cet escape-là est entièrement numérique. On est d'accord? Il y a dominance mathématique. À dominance mathématique, oui. Et culturelle, parce qu'on retrouve vraiment les endroits de la ville, sachant qu'on n'avait pas travaillé les mathématiques en langue vivante avant. Les élèves savent compter, dire les nombres, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire les nombres? Pour calculer, ouais, pour aller acheter, pour... voilà. Ouais. On a travaillé aussi la géo, et comme au niveau de la culture, l'histoire. Voilà. On est sorti finalement de la langue pour la langue. C'est devenu un outil de communication, là vous avez vraiment vu, un outil de communication et un outil de résolution de problèmes. Alors, le problème majeur, c'est que les élèves restent assis. Pour des élèves de cycle 4, ça ne pose plus vraiment de problème. Pour les petits, ça pose problème. Voilà. Ils ont besoin de bouger, ils ont besoin de se lever, ils ont besoin de... Voilà. Alors, on a réfléchi avec une collègue professeure d'allemand dans le cadre des trams langue à construire un escape game qui serait utilisable
par des élèves du CP à la 3e. Donc on est parti sur l'histoire des musiciens de Brême. Vous connaissez les musiciens de Brême? Non? C'est l'histoire de... D'abord, il y a un premier animal, un âne, qui se fait mettre dehors parce qu'il est trop vieux, il est trop... Voilà. Et il va rencontrer d'autres animaux, un chien, un chat, un coq. Et à chaque fois, il leur dit « Oh, ben, qu'est-ce qui ne va pas ?» Et l'animal dit « Moi, je suis trop vieux, je suis trop... » Et le premier animal dit « Bah, écoute, c'est pas grave, viens avec moi, je vais à Brême, on sera musicien. » Et puis sur la route, les animaux ont faim, ils sont fatigués, ils croisent une maison. Et en arrivant devant cette maison, ils se mettent devant la maison, et qu'est-ce qu'ils voient dans la maison? Des brigands. Alors du coup, ils font chacun leur cri, les brigands ont peur, les animaux rentrent dans la maison, et puis les animaux mangent ce qu'il y avait sur la table, les brigands reviennent, ils essayent de chasser les animaux, mais chaque animal arrive à faire peur aux brigands. Le chat avec ses yeux qui brillent la nuit, l'âne arrive à faire une superbe ruade, le coq pique, voilà. Et donc les brigands s'en vont, et les musiciens de Brême sont très bien dans leur maison, et l'histoire se finit comme ça. On ne sait jamais s'ils ont réussi à arriver à Brême. Par contre, dans la ville de Brême, on trouve partout dans la ville cette représentation où on a l'âne, sur le dos de l'âne, le chien, sur le dos du chien, le chat, sur le dos du chat, le coq. Voilà, c'est une histoire qui est très connue. Et Brême, c'est pas trop loin de chez nous, et les élèves connaissent tous l'histoire des musiciens de Brême. Donc voilà, là je vous propose l'escape game pour les élèves de CP, CE1 et CE2. Donc on a fait le CE2 entre le niveau 1 et le niveau 2. C'est l'enseignant qui va choisir. Alors la collègue de cycle 4 a fait le choix de faire un escape entièrement numérique pour le cycle 4. Pour le cycle 2 et le cycle 3, j'ai fait le choix de faire un escape game hybride. Alors comment je l'ai construit? Je l'ai construit sur Genially. Sur Genially, vous avez possibilité ici de faire des pages. Voilà. Et sur vos pages, finalement, d'incruster une image. Donc vous téléchargez une image, vous téléchargez vos textes. D'accord? Alors pour la petite histoire, ce dessin-là, c'est le dessin que j'ai fait avec ma fille juste avant de partir. Parce que en Moselle, on va organiser les journées dans l'Académie Nancy-Metz, on va organiser les journées académiques du numérique éducatif fin mars. Et j'ai proposé d'en faire un poster qui va faire 1,50 m sur 2 mètres. Et tous les QR codes pour que les élèves qui viendront puissent entendre l'histoire, pour les plus petits, pour les plus grands, et puissent jouer à tous les escape games et puissent trouver des indices. Et voilà. Alors, ici, j'ai créé une zone active. C'est-à-dire que quand je vais cliquer dessus, là, je suis dans « Je fais ». D'accord ? Maintenant, je vais passer dans ce que je donne à montrer. OK ? Voilà. Donc, ma seule zone active, c'est ça. Voilà. Tout le reste n'est pas actif. Pour les plus petits, j'ai fait le choix d'organiser un escape game en plusieurs épreuves indépendantes. Ma collègue de cycle 4 a fait le choix d'organiser des épreuves linéaires. C'est-à-dire qu'on a d'abord l'épreuve 1 qui donne accès à l'épreuve 2, qui donne accès à l'épreuve 3, qui donne accès à l'épreuve 4, qui donne accès à la fin. Voilà. Alors, pour l'avoir fait avec des élèves de cycle 2 et cycle 3, c'est assez frustrant parce que quand ils sont coincés sur une épreuve, le jeu est terminé. Voilà. Alors qu'en leur donnant la possibilité d'aller et de revenir, parce que parfois, quand on fait une épreuve, on ne sait pas trop, on pause, on va faire autre chose, et en faisant autre chose, on a la clé pour pouvoir retourner. Voilà. Donc là, on leur donne la possibilité de. Donc cet escape game-là est hybride. Ça veut dire que les élèves ont une tablette, ils vont cliquer sur un des cercles, certains donnent accès à des épreuves numériques, d'autres renvoient vers des épreuves papier. Voilà. Alors celui-ci, cette épreuve-là, renvoie vers un défi numérique. Est-ce que vous connaissez les Learning Apps? Est-ce que tout le monde connaît Learning Apps? Autre question, qui ne connaît pas Learning Apps? Alors, ça vous dirait que cet après-midi, dans l'atelier, je vous montre aussi comment fonctionne Learning Apps. Ouais. Alors, c'est quelque chose de génialissime. C'est une banque qui vous permet de constituer des jeux numériques très rapidement. Donc là, j'ai construit un jeu de memory.
Donc les élèves sont obligés d'écouter. Alors est-ce que j'ai du son? Hop, pardon. Les élèves sont obligés d'écouter la bande audio. Alors pourquoi ça ne... Pourquoi j'arrive pas... Je suis reliée mais ça marche. Pourquoi est-ce que le son ne marcherait pas? Donc j'ai monté le son là, c'est bon? J'ai le son. Mais est-ce que je lui ai envoyé le son? Bon, c'est pas grave, on va faire comme s'il y avait du son. Donc j'ai... Oui, là aussi, c'est à fond. Ça marchait hier soir. Essaye peut-être juste de voir si t'as pas un truc à mettre à une plus, c'est pas un câble Bon. de son. Si, là. Je pense que ça, c'est le câble son. Alors? Ouais. Bon, c'est pas grave, on va faire comme si. Je clique dessus, ça dit, je vous le fais en français, le chat. Donc je tire simplement ma carte, hop, et je la ramène sur le chat, alors, ou sur le chien, tiens, sur le chien, voilà, crac. Donc il se scotche, d'accord? Pour l'instant, je ne dis pas si c'est juste, je ne dis pas si c'est faux, d'accord? Si je veux enlever, je déscotche, je me remets dessus en me disant, bah mince, non, ce n'était pas lui, ça va avec autre chose, avec ça, et quand j'ai terminé, je valide, là, d'accord? Et quand je valide, moi, je décide du message réponse que je veux donner. En fait, il a suffi que je mette mes images. Je n'ai même pas eu besoin d'enregistrer les sons parce qu'il y a une synthèse vocale que je règle en fonction de la langue. Il n'y a pas le tahitien, par contre, dedans. Mais c'est possible d'enregistrer des messages. Voilà. Et donc, ça fait des jeux super rapidement faits. Voilà. Je m'en servais quand je faisais de la lecture et de la discrimination phonologique avec mes élèves en CP. Ah oui, c'est un jeu, ça permet aux élèves vraiment de se poser et d'écouter. Voilà. Donc ça, dans l'escape game, oui, Learning Apps. Non. Je reviens dans le musicien de Brême. Pardon. J'étais peut-être là. Voilà, c'était ça. Autre énigme. Voilà, donc je clique dessus. Qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Une maison. Ça veut dire que dans la pièce, il faut retrouver la maison. Il y a un truc qui va se passer dans la maison. Donc le truc qui va se passer dans la maison, la consigne, je l'ai enregistrée sous forme de QR code. Et il y a des étiquettes. Donc il faut que les élèves aillent chercher la tablette qui traîne pour aller écouter le QR code pour savoir ce qu'il y a à faire. Ou alors ils peuvent essayer eux-mêmes de savoir qu'est-ce que je peux faire avec mes étiquettes. Donc là, il faut absolument qu'ils se mettent d'accord sur ce qu'il faut faire. Donc quand ils entrent dans la pièce, le deal avec les élèves, c'est toujours d'expliquer ce qu'ils aimeraient en faire. Donc en allemand, dans toutes les langues, ils savent dire « c'est une maison », d'accord ? Ils savent dire « écoute », ils savent dire « c'est ton tour, c'est mon tour ». Ils savent dire couper, coller, assembler. Donc volontairement, je prévois mes énigmes toujours en fonction des compétences que je veux réactiver ou travailler. Voilà. Je ne vais pas proposer des jeux pour jouer. Je vais proposer un jeu parce que je veux travailler sur cette compétence-là. Voilà. Alors, hop. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est important pour les élèves de jouer? Parce que c'est grâce aux jeux qu'ils vont... Et pourquoi ça ne s'arrête pas? Si, c'est bon. Voilà. C'est grâce au jeu, finalement, qu'il vaut, on l'a vu ensemble, qu'il vaut coopérer, collaborer et construire. Voilà. Pour monter
dans la gamme de l'implication des élèves et de l'engagement de vos élèves, vous pouvez leur proposer de créer des jeux. Une fois qu'ils auront joué à certaines learning apps, vos élèves seront capables d'en créer. Au départ, proposez-leur de créer un jeu papier, un jeu de domino papier. Il faut qu'ils se mettent d'accord sur ce qu'ils veulent dire. Alors, quand vos élèves vont se mettre à créer des jeux, qu'est-ce qu'ils vont développer comme compétences langagières? Ils vont travailler sur quoi quand ils eux-mêmes vont créer? Pardon? Ah, c'est ça, les consignes. Est-ce qu'on a l'habitude de travailler, par exemple en langue vivante étrangère, sur les consignes? Ce ne sont jamais les élèves qui donnent les consignes. Et pourtant, c'est au programme. Il faut qu'ils soient capables de comprendre et de donner des consignes simples. Et bien là, c'est un moyen justement de les mettre en chemin pour qu'ils utilisent leurs consignes. Donc s'ils créent leur jeu, ils vont travailler sur les consignes. Ils vont travailler sur quoi encore? Pardon? Oui, ils sont producteurs. Alors, ils sont producteurs de quoi? L'énoncé, ouais, super. L'énoncé. L'énoncé, ok. Et puis, quand on va jouer, moi, je crée un jeu. Les règles. Il y a les règles. Quelles règles? Généralement, on donne les règles aux élèves. C'est jamais eux qui les donnent. D'accord? Et bien, justement, là, ils vont être producteurs. Ils vont pouvoir fixer leurs règles. S'ils fixent leurs règles, ça veut dire qu'ils savent comment ils vont y jouer. Ça veut dire qu'ils ont réfléchi à c'est juste, c'est faux. Donc ça veut dire qu'en construisant leur jeu, ils ont réfléchi au message qu'il fallait donner pour valider. Ben, ils ont tout construit finalement. Et vous connaissez le modèle ICAP? Non, j'en parlerai du coup une autre fois. C'est plus l'élève s'engage dans l'apprentissage, plus l'apprentissage est profond. ICAP, ça veut dire interactif. Donc le I d'en haut, c'est interactif, collaboratif, actif et passif. Donc en reprenant les 4 par le bas. C'est un modèle finalement qui dit que plus l'élève va être engagé, plus l'apprentissage va être profond. Lorsque les élèves sont dans le P, passif. Passif, ça ne veut pas dire qu'ils font rien. Passif, ça veut dire ils sont en classe, ils sont là, ils ont choisi d'être là, ils ne sont pas restés chez eux à la maison. Ils sont là, donc à ne pas dénigrer. Voilà, ils sont là, la classe se fait, les élèves prennent ce que vous leur dites, ils sont capables de restituer dans le même contexte. D'accord? On fait un exercice d'application, vous avez compris. Vos élèves ont été passifs au niveau de l'engagement. D'accord? Pour qu'ils soient actifs dans l'engagement, eh bien, vos élèves sont capables d'expliquer ce que vous avez essayé de faire passer. Pour le C, là, les élèves sont capables de réfléchir sur ce qu'ils ont fait. D'accord? Ils sont capables, par exemple, de faire une carte mentale de transition pour expliquer ce qui s'est passé. Une carte mentale qui explique comment est-ce qu'on va utiliser un temps, par exemple en anglais. Une carte mentale pour expliquer ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, en histoire. Une carte pour expliquer en mathématiques les différentes techniques pour poser une opération. Et le dernier, c'est vos élèves sont... Il va se passer de l'interactivité. Donc, ils vont échanger entre eux sur comment tu fais, comment on fait pour réussir, et ils vont collaborer, coopérer, co-construire. En fait, là, vos élèves sont engagés au niveau maximum. Ce qui fait qu'en rentrant chez eux, tout ce qui est apprentissage de leçons, c'est beaucoup moins fastidieux, parce que du coup, ils sont engagés dans ce qu'ils ont fait. Ils l'ont vécu. Et pour eux, ça devient quelque chose d'important. Oui, en fait, en devenant concepteur, Oui. on se met en méta. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et l'idée, c'est de se dire, ce que je fais va servir à quelqu'un, parce que d'autres élèves vont jouer à ce jeu-là. Donc, je vous montre, je travaille avec une classe, c'est une petite expérimentation, non, c'est une grosse expérimentation. Je filme des élèves autour, justement, de jeux qu'ils utilisent, puis qu'ils créent.
Donc, c'est dans le cadre d'un projet IFRAN. Les élèves sont filmés d'abord en utilisant du papier, puis en utilisant de la tablette, puis ensuite en utilisant un dispositif hybride sur lequel des chercheurs travaillent. Voilà. Et là, je me suis consacrée rien qu'aux élèves qui travaillaient sur support papier. Donc là, je ne suis même pas en train de dire la tablette c'est mieux ou c'est pas mieux. Les élèves ont construit leur jeu en format papier, en s'enregistrant. Donc ces élèves avaient déjà joué à des jeux pour lesquels ils entendaient des messages. D'accord ? On leur demandait de faire quelque chose. Je vous laisse voir la petite. Oui, pardon. Oui. C'était focalisé en fait sur le handicap. Oui. Pourquoi ce choix au niveau de l'ordre des lettres? Parce que je me dis, commencer par passif, et non, vous avez commencé par I, C, A. Le modèle s'appelle ICAP. Et en fait, je préfère, moi, utiliser le modèle dans le sens passif, actif, dans le sens on monte dans l'engagement plutôt qu'on descend dans l'engagement. C'était mon choix. Oui. C'est mon choix. Voilà. Mais le modèle s'appelle ICAP. Voilà. Engagement collectif. Ouais. Mais les programmes, déjà, disent, par exemple, rendre les élèves acteurs. Oui. C'est le même esprit. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Donc je vous montre une petite vidéo que j'ai proposée pour le salon Educatis à Paris au mois de décembre, parce qu'on m'avait demandé justement de pouvoir valoriser ces projets pour lesquels les élèves étaient créateurs eux-mêmes de jeux. Alors, j'ai monté une communauté d'élèves, et cette communauté se base sur un ouvrage de littérature de jeunesse. Donc l'enseignant lit l'ouvrage avec ses élèves. Pour les premières séquences, je propose 3 ouvrages différents avec des exploitations différentes, des exploitations toujours autour du jeu. Voilà, pour que les élèves commencent à prendre l'habitude de jouer, pour acquérir le lexique, les formulations et pour vraiment rentrer en contexte de communication. Puis l'enseignant choisit son ouvrage et fait la même chose. Donc il travaille autour du lexique et de la formulation et il propose aux élèves de construire un jeu pour faire jouer des copains. Voilà. Donc là, c'est une petite capsule qui va super vite parce qu'elle devait se faire en 2 minutes. À certains moments, je vais faire quelques petites pauses. Hein. Hop. Donc il y avait le son, c'est uniquement de la musique. Hein. Voilà. Donc là, on voit les élèves. J'ai volontairement accéléré la caméra. Donc on les voit en train de jouer autour d'un jeu de loi. Donc là, c'est un jeu de loi universel. Les questions, elles sont sous forme d'images dans la boîte. C'est tout. Voilà. Alors on voit bien, regardez comment est-ce qu'ils sont tous posés sur la table. C'est quelque chose qui a l'air de leur plaire. On n'a aucun enfant qui est en situation de prostration ou de recul. Donc volontairement, ce sont des petits groupes. On a travaillé avec l'enseignante sur la constitution des groupes et sur le nombre d'élèves par groupe. Ça, c'est important aussi. Et on voit bien que les autres élèves valident ou invalident. Donc là, c'est un jeu de collaboration. Avant, chacun devait jouer à son tour. D'accord ? Et là, il s'agit de retrouver des pairs. Donc il faut collaborer, il faut écouter, il faut essayer de dire oui, non. Voilà. Et en fait, les premiers résultats nous montrent que quand on est dans une séance traditionnelle, les élèves parlent en temps de parole cumulé moins de 200 secondes. Quand on met en place ces jeux pédagogiques, le temps de parole augmente petit à petit. Je ne vous cache pas que c'est difficile de mettre en place des jeux pédagogiques en classe si les élèves n'ont pas l'habitude d'y jouer, parce qu'il faut poser les règles, il faut poser le niveau d'intensité de la parole. Ce que je propose, c'est de travailler sur la gestion de la voix. Pour pouvoir travailler en groupe, chose que je faisais avec mes élèves, je leur ai appris à utiliser leur instrument voix. Comment est-ce que vous aidez vos élèves en classe à savoir s'ils parlent ou s'ils chuchotent ? Chut, c'est trop fort. Généralement, c'est ce qu'on dit. Chut, c'est trop fort. Alors, pour être formatrice,
souvent, en salle de formation, on commence une formation et puis le bruit monte, le bruit monte, le bruit monte. Les gens ne sont pas mal polis, et je ne le prends pas mal, ils ont simplement des choses à se dire. Et les élèves, c'est pareil. Et si je ne mets pas en place des règles pour leur apprendre la différence entre parle, il n'y a pas de problème, et chuchote, parce que sinon ça me dérange, on ne peut pas avancer. Je vous propose de tester un outil. Mettez votre main sur votre gorge. Ne vous étouffez pas. Hein. Alors, j'explique aux élèves que le curseur, c'est ce que j'ai là, dans la main. Voilà. Donc mon curseur, il est contre ma gorge et mes cordes vocales. Voilà. Donc maintenant, je vous invite à dire à haute voix votre prénom. Florence. Vous avez remarqué ce qui se passait dans votre gorge? Qu'est-ce qui se passe? Les vibrations. Maintenant, vous faites la même chose en chuchotant. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Vos élèves ont besoin d'un curseur. Ils ont besoin de savoir physiquement quand est-ce que je dépasse les limites. Et les limites, ce n'est pas l'enseignant qui hurle « Ça suffit, ça fait trop de bruit !» Le curseur, il est là-dedans. Aidez vos élèves, c'est ce que disait le collègue. Aidez vos élèves à être autonomes et à construire leur autonomie. Ça passe par le curseur dans la main. Donc, 26 élèves dans une classe avec, je disais toujours, curseur activé. Voilà. Vérifiez pour les plus petits qu'ils ne s'égorgent pas, voilà, qu'ils ne s'étranglent pas. Ah ouais, c'est ça. Quand il est bleu, ou quand il est blanc et qu'il tombe, on est... Non, surtout pas. Voilà, on fait vraiment bien attention à ça. De toute façon, le meneur du jeu est responsable de ça aussi. Hein. Voilà. Et voilà. Et du coup, les élèves dans le groupe sont capables de travailler comme ça. Vous travaillez avec eux la position, on pose le coude sur la table, on maintient le bras et ça ne pose plus aucun problème. Voilà. S'il faut qu'ils écrivent, que quelqu'un ait une trace écrite, apprenez-leur à le faire avec la main qui n'écrit pas. Donc, pour les droitiers, avec la main gauche, tout simplement. Comme ça, on peut conserver la main droite pour écrire. C'est tout. Ou pour jouer, pour avancer le pion. Mais ça, c'est la position de jeu. Et du coup, ça se passe calmement. Voilà. Donc, au fur et à mesure, on met ces petites règles-là en place et les élèves essayent. Et on se rend compte, déjà au bout du deuxième jeu pédagogique, que les élèves parlent nettement plus. Et puis, plus ça va, plus ils arrivent à construire des compétences de communication. Parce qu'il faut bien se dire au départ qu'il faut qu'ils les construisent, ces compétences de communication. Et bien, c'est là qu'ils vont le faire. C'est quand ils vont se retrouver à 4, 5, 6, vous allez, chaque fois que vous allez mettre en place un jeu, changer de groupe. Voilà. Mais ne reprenez pas vos élèves, laissez-les parler. Voilà. Si vous voulez travailler sur un message qui serait peut-être mal dit, ben mettez une tablette et crac, à la fin de la séance, on écoute et on essaye d'enrichir. Utilisez toujours le mot « enrichir ». Essayez, vous allez enrichir ensemble le message qui a été donné. Ça veut dire qu'on corrige, d'accord, ce qui est dit. On va dire les choses autrement, différemment. Utilisez ce mot-là, autrement, différemment. De façon à ce que les élèves qui sont en situation de difficulté entendent leurs messages qui sont simplement reformulés. On ne va pas leur dire « ton message n'était pas bien », on va dire mieux, non ? On dit simplement autrement. Voilà. Hop. Et créer en langue étrangère, c'est se dépasser. Créer, d'accord ? Là, vos élèves deviennent techno-créatifs. Regardez un des jeux, je vous en parlerai après, qui a été créé par des élèves dans une école de REP. Donc là, c'est un autre jeu qui a été créé par des élèves de CE2. Ça, c'est un jeu qui a été créé par des élèves de CM1. Le même jeu a été créé avec des élèves de CP. Et donc là, on va bien voir comment est-ce qu'ils font quand ils coopèrent pour créer leur jeu. Regardez ce qui se passe. Vous avez vu comme ils sont tous actifs là sur les 4 ? Lui ? Voilà. Hop, 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 mince. Est-ce que vous avez vu le petit garçon qui était là ? Au départ, il disait rien. Voilà. Parce qu'il a passé les 5 premières minutes à écouter. Et ce qu'il a fait, c'est répéter ce qui a été dit. Mais ça veut dire qu'il a écouté et mémorisé. Et ça veut dire que le message qui a été donné, il a été capable de le reproduire. Et ce qui s'est même passé, c'est que phonologiquement, ce n'était pas super correct. La petite louloute qui était en face, je l'appelle petite louloute pour ne pas dire son prénom, la petite louloute qui était en face, je lui ai dit c'est faux, lui a redit le mot,
il l'a répété 2 ou 3 fois, et bien je me dis super. Ça veut dire qu'à la fin de sa séance, ce mot-là et cette phrase-là, elle est fixée. Il en a eu besoin, il a su le dire, la copine l'a repris pour lui dire c'est peut-être pas comme ça qu'on fait. Mais voilà. Donc du coup, le jeu, il sait y jouer. Alors il y a certains pédagogues qui disent le jeu pédagogique, c'est bien, mais les élèves sont capables de parler dans le contexte du jeu. Mais finalement, un jeu, ça sert à quoi? Pour les élèves, ça sert à mimer la réalité. Pourquoi est-ce qu'on leur propose de jouer à la marchande? Pour pouvoir parler aux marchands quand on sera au magasin. Pourquoi est-ce qu'on leur propose de jouer à un jeu de loi? Parce que quand ils vont rencontrer les copains correspondants, qui seront en situation de classe, ils joueront peut-être à un jeu de loi. Voilà. Alors, je vous remontre ce fameux jeu qui a été fabriqué avec les élèves. Donc les élèves ont fabriqué ce jeu-là donc dans le contexte du fameux ouvrage de littérature de jeunesse sur lequel on travaille. Et donc ils m'ont dit, bon, madame, on va faire un jeu qui n'existe pas. Alors, c'est génial, parce que du coup, ils veulent déjà aller au-delà de ce qu'ils sont capables de faire. Donc ils m'ont raconté, voilà, nous, on va raconter l'histoire de nouveau, on va la découper en morceaux, et puis on va chacun dessiner l'histoire. Alors dans ma tête, je me disais, super, parce que finalement, quand ils vont dessiner, ils vont avoir besoin des couleurs en langue vivante étrangère. S'ils vont dessiner un personnage, ils vont décrire le visage. S'ils vont dessiner quelque chose à l'extérieur, il va être obligé de dire la maison, la forêt, la sorcière. Enfin, super, donc moi j'avais des étoiles plein la tête, j'étais toute contente. Donc ils m'ont expliqué, voilà, on va raconter des morceaux de l'histoire. Et quand on dira un morceau, on enregistrera sur la tablette. Et puis quand on aura écouté le morceau, on fera le dessin qui va avec. Génial. Et ensuite, on va avoir des cartes, on va jouer à 6, chacun va recevoir 2 cartes, et sur le dé, il y aura les morceaux de l'histoire. Donc il m'avait dit, quand on lance le dé, on veut que le dé puisse raconter une partie de l'histoire qu'on a enregistrée. Et donc, celui qui a la carte avec la partie de l'histoire, pose la carte au milieu, ça s'appelle un jeu défausse finalement, jette sa carte. Et c'est celui qui n'a plus de carte qui a gagné. Donc moi, technologiquement, je me suis dit, mais mince, comment je vais réussir à mettre sur un dé? Tout simple. J'ai été sur quelque chose qui s'appelle MirageMake, qui est gratuit. Donc sur MirageMake, je rentre des capsules audio, je fais de la réalité augmentée, je suis en train de chercher mon mot, je fais de la réalité augmentée. Donc MirageMake me donne mon QR code. Une fois que j'ai rentré mon message audio, il me donne mon QR code. Et j'ai mis mes QR codes sur mon dé. Il me suffit d'une tablette ou d'un téléphone portable avec MirageMake de scanner et ça me lit le message. Voilà. Ça veut dire que les élèves, pour construire ce jeu-là, qu'est-ce qu'ils ont développé comme compétences? Déjà en lecture compréhension, on va découper au bon moment, donc il faut avoir bien compris l'histoire. Oui. Déjà ça. Oui, c'est ça. Ensuite, en production, ils n'ont pas redit ce qui était écrit dans l'histoire. Ils ont décidé, eux, d'en faire comme une pièce de théâtre, d'incarner les personnages. Voilà, donc ils ont réutilisé le lexique dans ce cadre-là. Et ils ont réutilisé tout ce qu'ils ont appris depuis qu'ils étaient petits. Je suis, je m'appelle, j'ai tel âge, j'habite, j'ai faim, j'ai soif, c'est bleu, c'est rouge, c'est vert, c'est jaune. Toutes ces petites choses, ils les ont mises en réseau pour pouvoir construire leur histoire. Ouais. Donc ils ont fait ça. Ensuite, ils ont enregistré leur message sur la tablette. Qu'est-ce qui s'est passé là, à votre avis? Eh oui, déjà, ils n'étaient déjà pas tous d'accord sur l'histoire qu'ils allaient raconter, parce qu'il n'y a pas eu de trace écrite. Donc ils ont plus ou moins découpé, et puis ils ont commencé à raconter la première partie, puis à dire « Ah non, on va faire parler le petit garçon. » Allez, crac, le petit garçon, il parle. Alors, non, on fait parler la sorcière. Voilà, donc déjà ça. Ils ont refait le message plusieurs fois. Ils se sont hétéro et auto-corrigés. Finalement, ils ont réfléchi à qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'un message oral soit compréhensible. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on ne dit pas? Et là, ces élèves-là ont progressé en français. Parce qu'en français, en CM, on prend
peut-être plus forcément le temps de réfléchir à comment on fait pour que le message soit compréhensible, comment est-ce que je dis. Et là, ces élèves-là ont même travaillé sur la ponctuation. Je vous montre. Et sur l'ordre des mots, surtout, dans la phrase. Voilà. Alors, quand ils ont appris le lexique et les formulations, l'enseignante, c'est ce que je propose moi aux enseignants, d'utiliser des petites images. D'accord ? Là, les élèves, pour raconter leur histoire, ils ont utilisé les images pour savoir ce qu'il fallait dire. Là, c'est pour une autre histoire. C'est pour la petite chenille qui faisait des trous. Finalement, les élèves eux-mêmes ont construit le modèle pour se demander dans quel ordre je mets les mots dans la phrase. En allemand, on va mettre le verbe sera toujours le deuxième groupe de la phrase. Si on veut parler de où et quand, ce sera le premier groupe. Donc on va mettre où et quand, premier groupe, verbe, deuxième groupe, ensuite sujet et le reste. D'accord ? Mais ces élèves-là, ils ont construit ça seuls, en fonction des messages oraux qui avaient été donnés par l'enseignante, des messages qui étaient déjà en libre service enregistrés. Finalement, ils ont compris ça tout seuls. On n'a pas eu besoin de leçons de grammaire. Ils n'ont pas eu besoin de se retrouver au collège, à devoir décortiquer, à devoir poser. Ils l'ont découvert seuls. Et forcément, ils l'utilisent correctement après. Voilà. Donc ça, c'est quand même super important. Et ça, en s'enregistrant sur la tablette, ils peuvent le dire, le redire, et encore une fois, et enrichir. Voilà. Lorsque le message était stabilisé, leur travail, c'était de me dire, voilà, la capsule qu'on veut utiliser, c'est la capsule numéro 17, la 25 et la 32. Voilà. Et moi, j'ai extrait les capsules et j'en ai fait des QR. Alors l'idée, c'est que ce jeu-là, il voyage. Tout est téléchargeable sur un Padlet que j'ai monté. Plop, plop, plop. Alors, où est-ce que... Là. Voilà. Donc là, je vous parlais des 3 albums qui sont entièrement didactisés et que les enseignants peuvent utiliser avec leurs élèves. Et là, derrière, on a tous les albums sur lesquels les enseignants travaillent actuellement. Voilà. Pour chaque album, je propose quels sont les thèmes que l'on peut aborder avec cet album, de façon à ce que d'autres enseignants puissent aller voir cet album-là. Un enseignant qui désire travailler sur les couleurs va pouvoir juste lire l'album en lecture offerte et proposer aux élèves de travailler sur le jeu. Le jeu, c'est un jeu qui a été créé par des élèves pour des élèves. Donc ce sont des élèves qui ont réfléchi à qu'est-ce qu'on fait pour que ce soit simple, qu'est-ce qu'on peut dire. Donc c'est à la portée d'autres enfants. Et finalement, là, on a constitué une communauté d'échange. Alors souvent, ces jeux... Alors, hop, je vous emmène sur un truc un petit peu plus joli. Parce que ça ne s'affiche pas bien. Voilà. Donc ça, c'est un jeu qui a été créé... Ouais, c'est un jeu qui a été créé par des élèves de CE1 sur une Learning App, de CM1 sur une Learning Apps. Donc les élèves ont choisi de reprendre certaines phrases du livre. Et le jeu, c'est de se dire, alors, est-ce que je parle du petit déjeuner? Est-ce que je parle d'un jeu? Ou est-ce que je parle de ce qui fait plaisir? D'accord? Donc je vous... Hop. Là, par exemple, on va parler d'un jeu. Amy aime bricoler. Il y a une image derrière. Et l'enjeu, finalement, c'est de faire apparaître l'image. D'accord? J'ai choisi de faire ça sur... OK. Donc là, je me suis trompée. Voilà, là aussi, je me suis trompée. Alors, voilà, hop. Par exemple. Ah oui, bah c'est bon. Là, je parle du petit déjeuner. Petit déjeuner. Petit déjeuner. Et mon image apparaît petit à petit. En fait, c'est un magnifique crocodile qui est fait avec un concombre, des saucisses et du fromage, parce que le titre, c'est « Au petit déjeuner, je mange du crocodile ».
Voilà, c'est tout. Mais les élèves ont réfléchi à tout ça. Et je trouve ça génial. Voilà. Alors, si j'ai un message, c'est permettez à vos élèves de jouer et permettez-leur de devenir eux-mêmes créateurs de jeux. Voilà.